Et on passe au point numéro 2, donc pour nous aujourd'hui. Le dernier pour toi, après nous on n'a pas fini. C'est le contournement des Sorinières et la présentation du tracé, du projet de tracé. Alors, moi, je souhaitais, avant de te donner la parole, Bertrand, je souhaitais reprendre un petit peu l'historique, un petit peu de ce tracé et les différentes étapes. Alors, je souhaite quand même rappeler que la présentation qu'on a aujourd'hui n'est pas obligatoire. C'est moi qui ai souhaité qu'on puisse la voir ce soir en conseil municipal avant qu'elle soit présentée en conseil métropolitain. Je veux aussi que vous sachiez que demain, toute l'après-midi jusqu'à le milieu de la soirée, ouais. Enfin trop, oui, on verra. On reçoit tous les riverains concernés, donc en différentes réunions. Ça commence par les agriculteurs maraîchers, le centre équestre, les gens du voyage. On continue par les riverains de la forêt, de la Filée, et on termine par la forêt. Je vous rappelle l'objectif de ce contournement, c'était de déplacer les flux qui arrivent en centre-bourg pour pouvoir, enfin en tout cas les flux de transit, pour pouvoir les dévier, pour apaiser le centre-bourg et du coup la tranquillité et la qualité de vie pour nos habitants. La première étape, ça démarre certainement bien avant, mais ce que j'ai repris moi à partir de juin 2016, ce qui est déjà pas mal, puisque ça fait déjà 3 ans, après la validation de la nécessité de ce contournement, puisqu'avant de décider qu'il fallait un contournement, on a dû réfléchir déjà si d'un, il était nécessaire, et de deux, si ça devait s'appeler un contournement ou autre chose. Donc il a été, dès juin 2016, décidé qu'on démarrait les études pour ce contournement. Et on adopte un périmètre d'études. Donc ça, c'est à partir de juin 2016. Octobre 2017, là, je parle pour Christian, puisque c'était Christian qui était maire, il y a eu des réunions avec les différents riverains concernés, un petit peu sur le même format que ce qui va se passer demain, pour présenter la méthodologie et le lancement de la phase d'investigation. En juin 2019, là c'était donc moi qui ai reçu les riverains au même format donc que ce sera demain aussi pour présenter l'avant-phase, avant la phase de concertation. Mars et avril, il y a la période de concertation avec une exposition en mairie, une réunion publique qui accueille à peu près une centaine d'habitants, enfin une centaine de personnes en tout cas, assez constructive puisque il y a eu beaucoup de participation aussi pendant la phase de concertation ici en mairie et sur le site internet avec 55 contributions et questions, dont la contribution de la ville qui reprenait en gros les demandes qu'on avait pu entendre sur la réunion publique. Entre-temps, tout ce temps-là, évidemment, en individuel, on a reçu Christian et moi, ou même André Van der Berg, des habitants ici en individuel aussi, s'il y avait des questions, des inquiétudes. Mai 2019, en conseil municipal, on présente les propositions de 3 tracés. En juin 2019, le Conseil métropolitain acte du coup le bilan de la concertation, répond aux contributions aux questions donc, des personnes et décide, à la demande des maires, de reporter la décision donc, du choix définitif du tracé à octobre, d'où le 4 octobre maintenant, pour pouvoir prendre en compte toutes les questions et les demandes qu'on a pu avoir sur la période de concertation et de contribution. Donc ce soir, je te laisse la main pour présenter en avant-première, du coup là, ce que sera le futur tracé, en tout cas le projet de tracé. Alors, il faut le mettre... Bon. Alors, j'étais en train de chercher le titre exact, mais tu l'as bien dit. Le 28 juin, le Conseil métropolitain a approuvé le bilan de la concertation. Les mots ont un sens. Et effectivement, autant pour ce dossier que pour le dossier du contournement d'Orvaux, hein, puisque les deux se font, j'ai dit l'autre jour que c'était des dossiers jumeaux, un au nord et un au sud, les maires nous ont demandé de procéder en 2 temps, de prendre, effectivement, de dresser le bilan de la concertation. Donc, le bilan de la concertation, c'est quantitatif, c'est tant de personnes ont participé, et puis c'est surtout qualitatif, c'est-à-dire qu'est-ce que ces personnes ont indiqué. Et il y avait un certain nombre
de suggestions, de demandes, de remarques, et très honnêtement, avec une concertation qui se termine au printemps, juste 2 mois pour traiter ces demandes, c'est de toute façon pas très raisonnable. Et donc, moi, j'ai demandé au service du département des placements avec qui je travaille sur le sujet de prendre 2 bons mois de plus pour creuser un certain nombre de choses et pour être sûr, effectivement, que ce qui semblait se dégager soit bien la bonne solution. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'effectivement, on va voter là, le 4. Et le 4, on va arrêter le programme. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrêté, si on l'arrête le 4, en tenant compte des études réalisées et du bilan de la concertation, et je devrais même dire, et des études réalisées suite au bilan de concertation, pour être très complet. Donc, si vous avez ici les différents, vous les voyez, je pense, les différents scénarios qui avaient été, enfin les différents faisceaux qui avaient été engagés ou envisagés en tout cas. On avait, il y a un point commun, un invariant quasiment, c'est qu'on part bien du giratoire du taillis. Voilà, c'est normal, vous me direz, c'est là qu'on peut s'accrocher. Bon. Là, 2 possibilités. Une première possibilité qui est d'utiliser tout ou partie de réseaux, enfin de voies existantes, ou de ne pas aller obérer, enfin aller empêcher le travail. Je crois qu'il y a un certain nombre d'exploitations agricoles ou de parcelles agricoles dans ce site. Et puis, assez vite est venue aussi l'idée que on pouvait toujours essayer de varier, de voir à quel endroit on pouvait passer. Donc ça, ce sont les études techniques qui nous disent, voilà, vous pouvez passer à cet endroit-là, vous pouvez passer à cet endroit-là, et vous voyez bien que c'est au cœur du projet qu'il y a le plus de possibilités techniques, encore une fois. C'est-à-dire avec la capacité à créer une voirie pour pouvoir assurer ce contournement. Et assez vite, pour Orvault et pour les Sorinières, je veux dire, il y a une sorte de doctrine métropolitaine qui s'est forgée, en fait, en faisant. Et on s'est dit, mais attention, est-ce qu'on va traverser les exploitations agricoles? Est-ce qu'on va se reculer d'une voirie existante de 50 mètres ou de 100 mètres si on a une voirie existante qui peut déjà assurer la mission, à condition évidemment peut-être de la conforter, de l'élargir un peu, de la compléter avec une voie verte ou une piste cyclable selon les cas. Et donc, assez vite, le tracé de la rue de la Filée nous a semblé plutôt cohérent par rapport à cette volonté de ne pas aller grignoter à l'intérieur des exploitations agricoles, de venir grignoter les terres, de couper des exploitations en 2, et du coup, de l'ensemble des scénarios, on les a tous rebalayés après le conseil métropolitain du mois de juin. C'est cette partie-là qui nous a semblé la plus cohérente, parce que reprenant l'existant pour une partie, ne venant pas impacter des terres qui aujourd'hui ne sont pas impactées du tout, par du trafic et puis par une voirie tout simplement. Et donc on a fait après, alors si on continue vers le nord, quand on arrive après au bout de la rue de la Filée, on prend la rue de la Poste. C'est ça, si je ne me trompe pas. Et là aussi, ce qui est proposé, c'est de repartir sur de l'existant en essayant de ne pas venir se frayer un chemin et créer une route là où il n'y en a pas, quoi. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, oui, il y a des zones humides en plus. En plus, il y en a une partie où on n'avait pas la possibilité du tout d'aller. Je crois qu'il y a il y a un EBC, il doit y avoir aussi des zones humides, il doit y avoir une exploitation et un centre équestre. Voilà, je cherchais un haras ou un centre équestre. Et donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on doit permettre la continuité d'activité, alors certes pour les exploitations agricoles, mais aussi pour le centre équestre, évidemment. Et on doit permettre d'avoir, de surfer d'une certaine façon. Enfin, on aurait dû surfer entre le BC et les zones humides. Et donc là, ça veut dire qu'en plus, on aurait eu une trajectoire un peu particulière. Donc, le principe est assez simple. Enfin, franchement, c'est y compris en termes de budget. Quand on est sur une voirie existante sur laquelle on travaille
pour l'améliorer, pour l'élargir, pour éventuellement, pas trop l'élargir quand même, et pour pouvoir mettre une piste cyclable associée, juste à côté, enfin avec une séparation, c'est plus facile à faire et c'est moins coûteux de travailler sur des parties qui existent déjà plutôt que d'aller faire du terrassement avec un impact environnemental important. Quand je dis un impact environnemental, c'est sur l'ensemble des activités qui peuvent être tenues, y compris un impact économique sur les activités de production agricole. Donc, on arrive à se tracer. Alors, du coup, est-ce qu'on... Oui, Clarisse. Tu peux reprendre le PowerPoint, là, du coup. Et échappe. Voilà. Voilà. Là, tu peux sortir de celui-là. Et prendre l'autre. Prendre l'autre, voilà. Excusez-moi. Non, c'est que je pense que ma voix doit avoir un effet soporifique. J'étais partie non, mais vélo, je sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, bien sûr, le fait de réutiliser de la voirie existante, souvent la voirie est dessert aussi, ou des exploitations, des entreprises, elle dessert aussi des habitations. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est de capter ici de la circulation d'automobiles. Je dis bien d'automobiles. Et donc ça veut dire que il faut continuer à travailler et avoir en tête l'idée que les camions en dehors de la desserte locale, je sais qu'il y a un besoin pour la desserte locale, mais en dehors de la desserte locale, les camions devront continuer à prendre la route qu'ils prennent aujourd'hui. Ils ne devront passer ni dans le cœur de bourg, ni sur ce contournement qui a vocation à accueillir, je le répète, des automobiles. Donc ça veut dire qu'en termes de gabarit de voirie, il ne faut pas être trop large non plus. Ça veut dire qu'il faut aussi donc restreindre, et la proposition qui vous est faite, c'est de restreindre, enfin d'avoir un gabarit de voirie qui, de fait, n'autorise pas les plus de 3,5 tonnes de façon usuelle, habituelle, régulière. Et bien sûr, de travailler sur la vitesse pour limiter les prises de vitesse dont on sait qu'elles peuvent être gênantes, notamment pour les gens qui doivent ou sortir de chez eux ou rentrer de chez eux sur cette rue. Et donc ici, ça veut dire que c'est la section sud, seule, qui devrait avoir une vitesse limitée à 70, mais ça t'appartiendra. Et puis, à partir du moment où on rentre sur des zones où effectivement il y a des habitations, on considère que même si c'est un contournement, on est sur une voie urbaine, et donc on est à 50. Enfin, la proposition en tout cas, c'est de limiter à 50 pour que le contournement soit efficace et permette aux gens de rouler à 50 tranquillement. Je pense qu'à 50 dans le cœur de bourg, ça doit être un peu difficile. Déjà, c'est 30, voilà. Et ça doit être difficile de toute façon. Donc, l'avantage comparatif fait que les voitures qui viennent du sud auront intérêt à prendre ce contournement pour pouvoir avancer plus vite. Du coup, ça nous donne un tracé qui est celui que je vais proposer au Conseil métropolitain à partir du giratoire du Tailly, où on va vers un autre giratoire dont je ne connais pas le nom, avant de prendre la route de la Filée, puis la rue de la Poste. C'est le Champ de Foire. Le Champ de Foire. C'est au Champ de Foire. Oui, la rue du Champ de Foire, qui va être créée, du coup. Donc, on crée un giratoire sur l'intersection avec la rue du Champ de Foire, route de la Filée, rue de la Poste, et ensuite on remonte vers le boulevard Léonard de Vinci, si je ne me trompe pas, sur la ZAC Océane Nord. Donc, voilà l'élément qui résulte de la concertation et des études. Alors, quelques arguments quand même. Le moindre impact environnemental, c'est là où on a le moins d'impact sur les zones humides, sur les espaces boisés classés, et également le moins d'impact sur les activités humaines et notamment économiques. Ça supposera un travail d'insertion paysagère avec 3 séquences. Une première séquence sur la partie nord, rue de la Poste, puisque c'est l'entrée de ville et qu'il y a des habitants à proximité. Sur la partie centre, donc rue de la Filée entre les Sorinières et Pont-Saint-Martin,
j'ai rencontré le maire de Pont-Saint-Martin, qui ne voit aucun inconvénient au fait qu'on vienne faire des travaux sur la partie de voirie qui lui appartient, tout simplement, enfin qui appartient à la commune de Pont-Saint-Martin, tout simplement parce qu'il a bien compris que c'était aussi utile pour les habitants de sa commune, quoi. Voilà, très simplement. Et puis sur la partie sud, là nous avons effectivement à créer entre deux giratoires un segment qui est plus routier, qui est, du coup n'est plus en agglomération, jusqu'au rond-point du Tailly. Et donc les choix, en fait, les différents choix que nous avions évoqués nous ont amené petit à petit à éliminer un certain nombre de pistes et à arriver vers cette proposition de tracé. Donc limiter la perte de surface agricole, je l'ai dit, prendre en compte l'activité du centre équestre, donc limiter la vitesse et la présence des poids lourds, réduire ou compenser les nuisances acoustiques pour les riverains, privilégier la sécurité au niveau des intersections et des accès riverains, et puis favoriser une continuité piétonne du bourg vers le parc de la Filée. Mais là, c'est quelque chose qui pourra être fait en dehors de ce projet en complément. Voilà. Et sur du domaine ville, si je ne me trompe pas. Donc le parti d'aménagement général, c'est d'avoir une chaussée bidirectionnelle, donc une voie dans chaque sens. En partie réalisée sur les emprises des chaussées existantes, rue de la Poste et route de la Filée, et de créer au sud donc un giratoire au champ de foire jusqu'au Tailly. Le profil en travers, vous le voyez je crois sur le côté, prévoit une piste cyclable de 3 mètres. Donc une piste cyclable, ce n'est pas la même chose qu'une voie verte. Une voie verte, ça veut dire qu'elle est partagée par les piétons et les vélos. C'est ce qu'on va faire à Orvault, mais à Orvault, on est aussi beaucoup plus en lien à un moment avec le bourg. Donc c'est logique de faire une voie verte parce qu'on sait qu'il y a des piétons qui sont susceptibles de l'emprunter de façon importante et pas en coupant, mais vraiment sur le long du tracé. Une haie pour séparer la chaussée de la piste cyclable. Donc là, ceux qui font du vélo savent que c'est une nécessité pour se sentir en sécurité, derrière une haie végétalisée. C'est pas la peine de mettre un mur maçonné. Une simple haie végétalisée, mais vous voyez sur 1,50 m, ça fait quand même une haie un peu trapue. Une chaussée de 7 mètres, et puis un accotement ou une bordure en fonction des endroits. Notamment, je sais qu'il y a un endroit, il y a un arrêt de bus scolaires à aménager. Donc là, évidemment, il faudra faire plus qu'un accotement, il faudra faire une vraie bordure et puis, si possible, un quai. Et à d'autres endroits, on n'aura pas de vocation particulière à venir bitumer ou bétonner. En zone urbaine, on fera des trottoirs. Et puis en zone plus rurale, on gardera l'accotement classique. Au niveau du planning, donc, nous allons approuver au Conseil métropolitain le programme et l'enveloppe qui est quand même de 13 800 000 € TTC. Nous allons également lancer la procédure pour recruter un maître d'œuvre pour l'opération, parce que là il nous faut un maître d'œuvre externe pour assurer le suivi. Et puis nous attribuerons le marché de maîtrise d'œuvre et le lancement des études, donc en mai 2020, enfin nous, le Conseil métropolitain attribuera le marché de maîtrise d'œuvre en mai 2020, et donc ça permettra de lancer les études opérationnelles qui se traduiront par une mise en service, je crois, 2025. C'est long. Hein. Et Orvault, c'est 2026, vous ne vous plaignez pas. Il y a un peu plus de boulot aussi. Ah ouais, il y a un pont à faire. Voilà, j'ai essayé d'être... Merci Bertrand. Court. Alors, est-ce que vous avez des questions, des interventions? Alors, Patrick. Moi j'ai 2 remarques. Donc je trouve très dommage qu'on parte sur des pistes bidirectionnelles. Moi j'utilise beaucoup le vélo. Il y a un exemple qui se passe ici, là, c'est au rond-point de Rosé. Les ronds-points qui ont été faits. La piste bidirectionnelle, elle ne sert que dans un sens. Les gens ne sont pas incités à traverser la route sur la piste qui est à l'encontre de leur circulation, puisqu'ils sont tous les deux sur le même côté. Il y a une piste qui marche très bien, et l'autre, il faut traverser la route d'un côté et traverser de l'autre côté pour revenir. Ça ne fonctionne pas, et je pense que là, je trouve dommage, on est dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui font du footing, qui font du sport, enfin, c'est un endroit, il y a la Filée où les gens se promènent et tout. Je pense qu'on devrait favoriser une piste des deux côtés, de même qu'un accotement pour les piétons.
Là, il y aura beaucoup plus de confort pour les vélos. Deuxième chose, j'aurais voulu savoir aussi par rapport au nouveau barreau sud, là, qui va être, enfin, la partie neuve de route, s'il y a beaucoup de maraîchers qui sont impactés, et vu qu'on va peut-être moins utiliser de zones de compensation, que vont devenir les terres qui avaient été prévues pour la compensation si on était passé à travers tous les terrains derrière les landes blanches. Oui, bah là, c'est peut-être un peu plus... Les pistes bidirectionnelles de 3 mètres, en fait, on a fait une analyse de la fréquentation envisageable à vélo. On est bien d'accord. Bon. Et les services de Nantes Métropole, et j'en ai pas parlé au vice-président qui s'occupe du vélo, mais les services de Nantes Métropole m'indiquent que compte tenu du trafic qui peut être envisagé, c'est largement suffisant pour avoir d'un même côté, et qui risque d'être d'ailleurs du côté Sorinière, la piste cyclable dans les deux sens. Tout simplement parce que mettre une piste cyclable dans chaque sens, en gros il nous faudrait à peu près 2 mètres de chaque côté, un bon 1,80 m, peut-être même 2 mètres, avec à chaque fois une haie plantée de séparation. D'abord ça nous fait... Non, mais la haie d'1,50 m, c'est pour permettre un peu son développement et pour que les végétaux ne viennent pas non plus griffer les jambes des cyclistes. Donc il faut laisser suffisamment de pieds pour que ça puisse être opérationnel. Et c'est suffisant. Enfin, il y a plein d'endroits sur l'agglomération nantaise, et y compris en zone urbaine relativement dense, où on a des pistes qui font 3 mètres dans les deux sens. Il y a des comptages sur ces pistes-là pour voir dans quel sens ça fait. Il faut que tu prennes ton micro. J'aimerais bien qu'il y ait des comptages de fait sur ces pistes. Moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, sur les ronds-points de rosée qui sont tout neufs, les comptages en montant et en descendant, pour voir comment il est utilisé. Je trouve que c'est pas opportun pour les vélos. Il y a une déficience sur le côté qui est à l'envers de la circulation. Si on avait un comptage là, on verrait, parce que les gens continuent dans le trafic routier, en fait. Et c'est ce que je crains. Dans une partie qui va être très comment, il y a plein de loisirs de ce côté-là, avec le parc de la Filée. Il y a beaucoup de gens qui se promènent en vélo de ce sens-là. Moi, je pense que là, il faut étudier. Juste, si on fait une piste cyclable, on interdit les vélos. Si on fait une piste cyclable en site propre, la logique, c'est qu'à côté, la voirie soit interdite aux vélos. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Non, mais si on veut aller au bout de la logique et mettre les gens à l'abri, c'est ce qu'il faut faire. Mais non, mais deux pistes cyclables, j'en ai vu qui font 2 fois 2 mètres, mais c'est dans des endroits où vous avez des flux, pas simplement de gens qui vont venir se promener le dimanche, quoi. C'est où vous avez une personne qui passe en vélo, allez, on va dire toutes les 20 ou les 30 secondes. Et où c'est des flux de circulation importants. On ne va pas mettre une voirie, y compris avec piste cyclable qui va être élargie, à un endroit où, vraisemblablement, on en met parce qu'il faut en mettre pour que les gens puissent passer, tout simplement, pour assurer une continuité. Mais je ne suis pas sûr que, y compris en 2025, quand on ouvrira la voie, qu'il y ait des flux de circulation à ce point-là à vélo qui justifient cet investissement et cette emprise. Après, je pense que pour les gens qui ont une vocation de promenade et qui vont aller dans le parc, c'est aussi à vélo, mais pas à pied. Je veux dire, cette piste cyclable, elle sert normalement pour les vélos, et donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail à faire après avec la ville pour dire voilà où débouche notre chemin piétonnier, par exemple. Voilà où il va, où prend l'autre chemin piétonnier. Et là, cette partie-là, évidemment, il faudra la sécuriser. Mais il y aura d'un côté les vélos et de l'autre côté les piétons. La jonction nécessaire du centre-ville vers le parc de la Filée avec des pistes qui puissent être vertes, là, du coup des voies vertes, c'est une vraie demande des élus, mais aussi, on l'a vu lors de la réunion publique, des habitants. Ouais. Christian, je crois que tu voulais...
Alors, un point sur le foncier, la question de la compensation foncière. Effectivement, si l'un des itinéraires possibles était passé à travers une exploitation agricole, il y avait une obligation de compensation financière. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, le coût n'aurait pas du tout été le même parce que le chiffre augmentait tout de suite de 50% par rapport au fait de prendre des terres et de mettre en péril une activité. Bon, ceci étant dit, comme il y avait 2 agriculteurs sur la commune qui ont cessé toute activité déjà depuis presque 2 ans, et on gardait ça sous le coude, ces terres-là, en accord avec la SAFER, pour éventuellement pouvoir déplacer, offrir au moins des terres disponibles à celui ou ceux qui auraient été entre guillemets, perturbés dans leur activité économique. Et donc, là, maintenant, on sait que d'après le tracé qui a été retenu, enfin, que Bertrand vous propose ce soir, parce que vous pouvez encore dire que vous n'êtes pas d'accord, puisque pour l'instant, c'est ce qu'il va proposer le 4 octobre, mais vous pouvez vous exprimer sur ce tracé. Ce qui est sûr, c'est que ce tracé-là, on va avoir très peu d'impact sur les activités agricoles sur la commune, donc on va pouvoir retravailler maintenant avec la métropole et la SAFER les besoins minimes, mais il y aura quelques besoins, parce que dans le tronçon entre le Taillé et Champ-de-Foire, il y a forcément un bout de parcelle qui est impacté, mais ça n'empêche pas le fonctionnement d'autres parcelles, ou de plusieurs parcelles. Mais enfin bon, c'est pas très gênant vu ce qu'on a choisi. Donc là, maintenant, on va travailler à une nouvelle répartition, une nouvelle attribution de ces terres. Il y a des demandes, mais on a un plan alimentaire territorial qui donne des objectifs pour les communes qui ont encore des terres sur le territoire pour aller dans le sens du plan alimentaire territorial, c'est-à-dire produire local, produire bio, etc. Et donc, on va travailler ça maintenant à la suite. Donc, on a une marge de manœuvre plus importante pour mettre en œuvre le plan alimentaire territorial. Voilà. Tu permets ? Donc merci pour cette présentation. Bon, déjà en introduction, je suis assez surpris, et merci Christelle de l'avoir souligné, en disant que cette réunion n'était pas obligatoire, alors que je viens d'écouter pendant 1h30 la restitution de Nantes Métropole, en disant que le citoyen était au milieu et qu'on échangeait et qu'on prenait des décisions dans ce cadre-là. Je découvre ce qui est retenu et ce qui va être présenté le 4 octobre. Voilà, ce n'était pas obligatoire, donc ça m'aurait été imposé. Voilà, je ferme la parenthèse. Je trouve ça dommage, je tenais quand même à le dire. L'autre élément, c'est que dans les échanges que nous avons eus ici sur les Sorinières, on a levé des éléments qui nous paraissaient importants pour les Soriniérois. Il y avait bien évidemment tout ce qui était impact du bruit autour du parc de la Filée, puisque c'est un parc qui, pour les Soriniérois, est important. C'est notre poumon vert. C'est une des raisons pour lesquelles on veut avoir une voie d'accessibilité de notre cœur de ville jusqu'au parc de la Filée. Donc il était pour nous important d'avoir l'impact sonore de ce contournement. Je n'en ai pas entendu parler, c'était quelque chose qui avait été mis en avant dans les réflexions. On était même arrivé à essayer d'élaborer des solutions, à mettre des andins, des murs anti-bruit, enfin on était allé loin dans les réflexions. Voilà, ça c'est le premier élément, je n'ai pas vu cet impact, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'entends une volonté forte dans la présentation de dire les véhicules de moins de 3,5 tonnes, de plus de 3,5 tonnes ne seront pas autorisés. Je suis content d'avoir le vice-président des transports et des déplacements à Nantes Métropole. On a vraiment moyen d'arriver à le faire parce que on se dit la même chose dans le cœur de ville des Sorinières, pas autorisé au poids lourd, on a beaucoup de difficultés à le faire respecter et pourtant on essaye, il n'y a pas d'ambiguïté, on essaye, mais on n'y arrive pas. Donc quand je vois l'arrivée du mine qui est juste à côté, je ne sais pas si on a bien pesé toute cette réflexion pour s'assurer que ce que l'on se dit ici, on soit capable de le faire respecter. Ça, c'est le deuxième élément. J'entends la volonté, je ne connais pas les moyens et je suis un peu comme saint Thomas, je ne vois que ce que je vois, sauf si vous avez des éléments déjà que vous pouvez partager en tant que tel. Puis comme je vois que vous prenez des notes, je continue ma liste de questions. L'autre élément sur lequel on s'était également penché, c'est qu'on a des haies qui sont intéressantes, notamment sur cette route du parc de la Filée. Et on avait dit que la protection de ces haies, c'était assez important, sauf que il y avait un peu une incompatibilité
entre la largeur nécessaire et l'espacement entre ces haies. Donc j'imagine que dans la réflexion, puisque une nouvelle fois j'ai cru comprendre que c'était le schéma qui était proposé, pressenti et certainement voté le 4 octobre, j'imagine qu'il y a également eu des solutions de trouver ou des moyens envisagés, puisque ça avait été soulevé également dans les réflexions. Ne serait-ce que ces éléments avant de passer aux voies douces, parce que je pense que mon collègue Michel va aller sur les voies douces, donc pour ne pas monopoliser trop la parole, au moins ces premières questions structurelles, et puis je laisserai peut-être Michel développer les voies douces. Bonsoir tout le monde. Là, j'avais effectivement les mêmes questions que peut présenter Erwan, donc j'attends votre réponse concernant tous les points qui ont été cités. Et notamment, j'aimerais rajouter quelque chose de précis sur la qualité de la piste cyclable à l'heure actuelle, en dessert du parc de la Filée, qui, à mon sens, n'est pas du tout à la hauteur par rapport à ce qu'on attend à l'heure actuelle, notamment l'utilisation par les jeunes qui vont sur ce parc. Je peux ? Oui, vas-y. Alors, il me semble, peut-être que vous avez loupé une étape, mais il me semble que la concertation a eu lieu. Enfin, j'ai l'impression. Donc ça veut dire que quand on arrive à un moment où il faut choisir, ne dites pas « on me l'impose » parce que ça veut dire que toute décision démocratiquement prise suite à une concertation et suite à une étude un peu approfondie, dans n'importe quelle collectivité de cette métropole et même n'importe quelle commune, voire même ailleurs, se traduirait par la même conséquence et la même conclusion. Donc, je ne peux pas vous laisser dire ça, je pense qu'il y a eu une concertation, cette concertation a permis d'exprimer un certain nombre de demandes, et après il y a des réponses. Alors, sur ce qui concerne le parc de la Filée, je n'ai pas très bien compris. Je me demande si vous ne demandez pas de mettre des murs anti-bruit pour faire en sorte que le parc reste au calme. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Donc j'ai pas bien compris. Ouais. Oui, allez-y. Voilà. Ce que je dis, c'est que fort de cette volonté de déplacer la circulation de notre centre-ville via ce contournement, inévitablement, il va avoir un impact sonore sur notre poumon vert de tranquillité qui est aux Sorinières, qui s'appelle le parc de la Filée. Par contre, nous n'avons pas d'idée sur quel est cet impact en tant que tel. Voilà. Et donc, il avait été évoqué le fait d'avoir une estimation calculatoire, modèle. Vous avez des gens qui sont dans ce domaine, voilà, et qui, en fonction de, je ne sais pas, on était parti sur peut-être 10 000 véhicules jour, j'en sais rien. Donc, ces éléments-là sont certainement mesurés et on n'a pas eu de retour sur ces points-là. Donc c'est 8200 véhicules jour qui sont estimés, je crois, en 2035, je crois que c'est ce qu'on avait projeté. Chaque véhicule, en moyenne, émettant un certain nombre de décibels. Le nombre de décibels émis diminuant, je crois, en fonction de la distance à laquelle on se situe à l'intérieur du parc de la Filée. Selon que vous êtes juste à 3 mètres à l'entrée du parc ou que vous êtes à 500 mètres à l'intérieur, je pense que vous n'entendrez pas la même chose. Donc, ok, je pense qu'il y a peut-être des moyens plus efficaces de dépenser l'argent public que de faire mesurer l'impact sonore de la circulation de 8200 voitures sur un parc. En tout cas, moi j'ai quelques parcs à Saint-Herblain, il y en a qui accueillent quelques circulations et pas que d'Herbinois largement. Je me vois pas forcément procéder à ces mesures-là pour savoir quel va être l'impact sur les promeneurs, sachant que je pense que les parcs étant des lieux de promenade, les promenades n'ont pas forcément lieu toute la journée, tous les jours de la semaine, enfin voilà. Donc je ne peux pas répondre à votre question précise avec les éléments que j'ai là, hein, je vous le dis. Non mais vous pouvez hocher la tête avec une sorte de mou. Si votre sens de la bonne gestion publique, c'est de dépenser de l'argent ou de faire dépenser de l'argent pour savoir quel va être l'impact du bruit sur un endroit où, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'habitants. Il y en a quelques-uns, mais en amont. En amont. Ici. Le parc est loin. Donc voilà, moi
je tombe un peu des nues. Ça me semble pas être l'argument le plus pertinent. J'entends l'argument sur le fait que peut-être la voie de 3 mètres sur la partie qui normalement devrait permettre de connecter votre voie verte et puis la voie qui permet d'accéder au parc ne soit pas suffisante. Mais attendez, on n'est pas obligé de mettre 1,50 m partout. On a le droit, enfin 2 fois 1,50 m partout. On a le droit de voir un petit peu plus grand si on sait qu'effectivement on a bien ce qu'on appelle des générateurs de trafic, un endroit entre un centre-bourg et puis un lieu de destination qui est un parc. Mais je ne suis pas sûr que ça soit aussi intéressant sur, par exemple, la partie sud. Enfin, j'ai un gros doute là-dessus. Sur la partie sud. Ouais. Sur le fait de protéger les haies, quand vous avez une certaine épaisseur de voirie ou une largeur de voirie installée, il peut arriver qu'on abatte des haies. C'est déjà arrivé. Je pense que dans votre commune comme dans la mienne, il y a sans doute eu ce genre de pratique dans les années précédentes. Aujourd'hui, on essaie de le faire le moins possible. Il arrive même qu'on essaie d'installer les pistes cyclables derrière les haies qui existent naturellement. Donc si on peut le faire, évidemment on le fait. Si on ne peut pas le faire, on ne le fait pas. Je ne vais pas vous promettre qu'on va garder toutes les haies naturelles qui existent. On fera une analyse, de toute façon c'est obligatoire, une analyse de la qualité de ces haies, et celles qui sont une source de biodiversité importante et intéressante, de toute façon on doit les préserver. Donc on fera ce travail, mais là encore, sur une continuité de quelques centaines de mètres, vous n'avez pas forcément la même qualité bocagère, en fait, sur l'ensemble de ces haies. Donc, on fera ce qu'il faut pour la massacrer le moins possible. Enfin, je pense que ça va un peu de soi. On n'est pas là pour bétonner ou bitumer le plus possible. Et puis, sur les questions de respect des 3,5 tonnes ou des moins de 3,5 tonnes, ça relève des pouvoirs de police du maire et des moyens de faire respecter les décisions de police du maire. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire. Moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais mon policier municipal avec un radar pédagogique dans un premier temps, et puis un vrai radar dans un deuxième temps. Et puis, voilà. Non, mais... C'est des choses qu'on fait. Alors, je vais reprendre, je vais compléter. On a déjà le souci des poids lourds dans le centre-ville, et la chose qu'on a mis en place, notamment avec l'arrivée du mine, parce qu'on s'en est inquiété, c'est d'abord un courrier qui a été fait par la métropole, par le service développement éco aux mines, pour informer que le bourg d'abord est interdit, d'abord en style de prévention. Et aujourd'hui, nos policiers municipaux, et on les a vus à l'œuvre encore cette semaine, sont équipés maintenant d'un outil c'est sur le téléphone. Ça leur permet de pouvoir verbaliser ce qu'ils font lorsqu'ils voient que le poids lourd en question passe. Il n'est pas là pour évidemment livrer ou faire une livraison sur un maraîcher ou chez une personne, une entreprise qui en aurait besoin. Donc c'est 4-5 verbalisations par semaine, voire des fois en une journée. Donc là, en ce moment, ça défile un petit peu, parce que jusque-là, on était plus dans la prévention que dans la répression, mais aujourd'hui, voilà. Et une autre chose donc qu'on compte mettre en place, c'est équiper nos policiers municipaux, parce que nous, on en a deux jumelles. Donc pour pouvoir prendre le relais, parce que la gendarmerie ne peut pas être présente sur le territoire tout le temps, donc ça permet, en tout cas aux heures où la police municipale est là, de pouvoir maintenant verbaliser, enfin maintenant c'est pas encore le cas, puisque vous l'avez vu, on ne l'a pas encore, parce qu'il n'est pas voté, donc on l'a pas, mais l'idée c'est celle-là. Donc évidemment il y a ça, donc qui est une question... Attends, il y a ça, et il y a aussi l'aménagement de la voirie qui est faite, quand vous regardez, avec les ronds-points et les limitations de vitesse et la chaussée, voilà, qui ne permet pas de pouvoir avoir envie, en tout cas, pour gagner du temps, de passer par là. Donc il y a ces deux choses combinées qui font que, après, comme partout, la première chose qui devrait exister, c'est que les gens respectent d'abord les limitations de vitesse ou le tonnage. Ça éviterait de mettre de l'argent public dans des choses qui s'il y avait un peu plus de civilité, permettrait de mettre l'argent ailleurs.
notamment. Mais ça, malheureusement, on voit bien que le civisme, ça a ses limites. Donc on est obligé après, avec un peu de pédagogie, sur un radar pédagogique peut-être au début, mais en tout cas après, rapidement, à rentrer dans la répression, je te rejoins, pour pouvoir faire respecter tout simplement ce qui sera la législation sur notre territoire, oui. Marie-Christine Lazet. Je voudrais juste préciser que pour la question du mine, tous les poids lourds qui ont été arrêtés, de tous les poids lourds qui ont été arrêtés, il n'y en avait pas un seul qui était concerné par le mine. Aucun. Donc le mine n'a aucune incidence sur la traversée du bourg. Ouais. Moi je voulais revenir sur ce que dit Bertrand au préalable à son propos. Il a dit que les mots avaient un sens et que la concertation avait eu lieu. Sous-entendu que lors de la phase concertation, bien évidemment, ça s'est traduit avec des échanges et des discussions avec les habitants, une réunion aussi, semble-t-il, publique sur le sujet, si je ne me trompe pas. Et moi, je me souviens notamment des inquiétudes qu'avaient certains habitants. Je pense notamment rue de la Filée, en ce qui concerne le tonnage des véhicules, supérieur ou non à 3 tonnes 5. Là, je note que c'était pris en compte. Donc, on n'ira pas au-delà de 3 tonnes 5. Donc là, c'est plutôt très positif. Il y a aussi des inquiétudes qui avaient été manifestées sur la vitesse, en zone plus ou moins urbanisée ou non urbanisée. Donc là, je vois qu'effectivement, on fait le distinguo. 60 km/h d'un côté en zone peu urbanisée, 50 km/h où on situe en zone plus urbanisée. Donc je pense qu'il y aura aussi certainement mais ça fera l'objet des échanges que tu auras au travers des réunions là, que tu vas commencer, Christelle, tu l'as évoqué, avec les habitants pour affiner les choses, et notamment je pense aux habitants qui se situent rue de la Filée pour sécuriser les sorties. Donc ça, je pense que ça reste affiné. Par contre, moi j'avais une autre interrogation, parce que il s'avère que j'ai les notes que j'avais prises. J'ai un doute parce que je vois 17 septembre 2015 où on avait eu une présentation d'études du contournement des Séronnières. 2015, ça me semble loin. Et je me dis, je me suis peut-être planté sur l'année, pas sur la date du 17 septembre, mais peut-être l'année, peu importe. Et en tous les cas, à cette occasion de cette présentation, il avait été évoqué qu'en termes d'objectifs, on était sur un objectif d'absorption du nombre de véhicules de 10 000. Et que tout en sachant que d'ici, j'ai plus la date, est-ce que c'était 2030, on était à 20 000 véhicules et sans la réalisation du contournement, on irait vers un flux de 28 000 véhicules. Et donc avec l'objectif avec la réalisation de ce contournement, donc l'objectif était d'absorber 10 000 véhicules, et là je vois qu'on est à 8 000. Donc je veux dire, ça a évolué, peut-être avec des éléments de comptage qui ont fait que on a abaissé cet objectif. Non. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok. D'accord. Ok. Ah oui, pardon. André, oui. Oui, j'ai juste une question, enfin pas une question, surtout je voudrais qu'on porte l'attention particulièrement sur l'échangeur qui se trouvera du côté de la forêt, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu trop près de la forêt. Et à l'origine, il me semblait qu'on était un peu plus éloigné et qu'il fallait revoir un peu ce projet-là. Ça me paraît important, à mon avis. Je ne sais pas si on peut y revenir, mais là, voilà. Je pense qu'il faut... L'objectif, c'était de s'écarter le plus possible du village de la forêt. Donc voir s'il y a possibilité de s'écarter un peu plus et justement éviter le trafic trop près de la forêt. Donc je pense qu'il y aura une étude un peu plus... précise à faire sur ce... C'est le rond-point qui permet de s'écarter. Oui, il faut l'écarter un peu plus, c'est possible. Et pour répondre, en 2015, effectivement, Bruno, tu n'écoutes plus, mais ça fait rien. En 2015, effectivement, on avait parlé de 10 000, mais c'était un comptage qui avait été fait comme ça à la louche. Aujourd'hui, les 8 200, c'est suite à un comptage. Mais l'objectif, c'était aujourd'hui de dire on ne va pas augmenter le nombre de véhicules sur la commune. Donc il faut faire en sorte que l'excédent qui devrait arriver d'ici 2035 passe par le contournement. Et on avait estimé 10 000, mais on a 8 200. Il m'avait semblé que dans l'étude qui avait été présentée en début d'année, que ce tracé-là était le tracé qui induisait le moins de report du centre-ville vers le contournement. Et que dans les études qui avaient été faites,
le diagnostic qui avait été apporté par les services était qu'il allait induire des nécessités d'aménagement au centre-ville pour forcer les véhicules à emprunter ce contournement. Ma question c'est, est-ce que ces études ont été faites, 1, et 2, dans le financement, dans le budget global, est-ce que ces études sont comprises ? Je ne crois pas me tromper en disant que là on est bien sur le budget juste du contournement et pas de l'aménagement du bourg. La deuxième chose, c'est que... attends, c'était quoi ta première partie, David, excuse-moi ? C'est qu'on allait devoir faire des aménagements dans le bourg. Ça, je te le confirme, oui, c'est dans les trois options. Et après, derrière, sur quel budget ça va être pris ? Sur notre PPI, ce qu'on a au niveau du pôle. Là, je vais laisser parler Christian, mais... D'abord, sur les études qui avaient comparé le déplacement de véhicules, c'était pas sur un contournement comme celui-ci, c'était contournement ou boulevard urbain. C'est-à-dire qu'on réutilisait la route du Champ de Foire et puis après on coupait à travers la tenue maraîchère à l'AE. Si. Et après, on a conclu, mais non, il n'y a pas eu d'études détaillées à ce niveau-là pour voir ce qui était le plus intéressant au niveau des déplacements. Bon, sinon, par rapport à la question des aménagements au centre-bourg, il est clair que de toute façon, plus on avance vers un cœur de ville, plus il faut qu'il soit apaisé. Donc de toute façon, si on veut, on ne va pas prendre le débat sur les transports en commun tout à l'heure, mais je plaide, et puis Bertrand le sait aussi, et puis on a déjà discuté tout ça, il faut absolument empêcher les voitures, ou les ralentir, les inciter à passer par ailleurs, en mettant vraiment des priorités très fortes sur le chronobus. Et à partir de ce moment-là, quand les gens ils seront, comme dans d'autres endroits sur l'agglomération, complètement bloqués derrière un chronobus, où ils verront passer à côté d'eux dans un couloir en site propre, et eux ils seront en dehors, eh bien c'est clair qu'à partir de ce moment-là, il y aura un peu plus de monde qui prendra le contournement. Voilà, et ça, on ne va pas le faire maintenant, ça va se préparer dans la prochaine programmation pluriannuelle d'investissement qui va se travailler aussitôt après les élections. Juste, j'aurais complété, il y avait bien des comparatifs des différents tracés avec les possibilités de report qui étaient dans le dossier qui était présenté. Quand on a parlé effectivement de ces reports et du trafic qui allait plus ou moins fort dans le centre, on a rappelé aussi que le changement l'étude de tous les sens de circulation allait aussi venir par rapport au projet du centre-bourg. Et donc ça allait effectivement rentrer dedans. Donc c'est pas cette redistribution, cette étude des sens de circulation dans le centre-bourg, c'est pas que lié au contournement, c'est lié à tout le projet centre-bourg aussi. Donc on vous a présenté il y a 3 ans, des simulations qui avaient été faites par rapport à des aménagements dans le centre-bourg que le pôle nous avait préparé. Ça a été préparé en commission, vous aviez eu les documents. Je vais dire un truc en souriant quand même, parce que je ne suis pas un habitué pour féliciter notre métropole. Mais là, je trouve que c'est la façon dont on a été concerté, dont les riverains et toutes les parties prenantes ont été concertées pour arriver à une solution qui est, à mon avis, consensuelle. C'est vraiment bien. Je voulais le noter. Non, mais les déclarations de Damien sont filmées à chaque fois, quand il critique la métropole, comme quand il dit qu'il apporte des félicitations. Moi, il y a quand même quelque chose que je n'ai pas entendu dans la bouche des élus de l'opposition, c'est pourquoi ils ont annoncé dans la tribune libre de septembre que le contournement avait été voté. Bertrand, tu n'étais peut-être pas au courant, mais tu as voté le tracé au mois de juin. Et donc, ça t'a énervé, ça. Et donc, je ne comprends pas pourquoi ils ont pu écrire une chose pareille, surtout que... donc j'aimerais bien qu'ils s'en expliquent, parce que je n'ai pas du tout compris. Et surtout que ça a bien été dit que ce serait pas ça se fait en 2 temps. La prise en compte de la concertation... Évidemment, c'est pas depuis un certain temps, quand on regarde tous les tracés, on s'aperçoit bien qu'il y en a un qui semble être à conforter. Donc les études complémentaires, comme l'a dit Bertrand, se sont faites
à un moment où on votait ou après, mais surtout pas avant pour dire ça y est, on a déjà choisi le tracé avant. Et ensuite, il l'a dit également, il a rencontré, et nous aussi on l'a rencontré, surtout Christelle, le maire de Pont-Saint-Martin, après la prise en considération de la concertation pour voir si, dans l'hypothèse où on retient le tracé qui vous est présenté, eh bien à ce moment-là, quelle est la position de Pont-Saint-Martin? Mais on ne fait même pas la charrue devant les bœufs. Alors j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous avez pu voir, parce que c'était pas anodin pourquoi vous avez dit ça. C'était pour dire que la métropole décidait sans nous. Et là, vous avez encore la preuve et la concertation, même Damien l'a bien indiqué, que la métropole ne décide pas à notre place. C'est un travail qui est fait en commun et on s'appuie sur les services de la métropole. Donc expliquez-nous votre déclaration, parce que ça veut dire ou vous avez menti exprès, ou vous n'avez pas su lire les résultats de la délibération du mois de juin. C'est juste que les journaux ont annoncé, juste après le conseil métropolitain, que le tracé qui était préféré était celui du parc de la Filée. Alors qu'on nous avait dit 8 jours plus tôt en conseil municipal que l'étude avait été approuvée et qu'on se donnait du temps pour revoir. Il y avait eu différentes propositions de certaines personnes qui sont dans la salle qui avaient proposé des trajets différents et on se donnait la possibilité de le faire. Donc dans ce qu'on nous avait annoncé, dans ce que j'ai lu dans la presse, et malheureusement c'est la seule source d'information qu'on ait, puisque aujourd'hui, depuis le mois de juin et maintenant, depuis le mois de juin et maintenant, c'est la première fois qu'on reparle de ce dossier-là. Je regrette. C'est pas, qu'on me dise dans quelle instance, dans quelle commission, on a reparlé de ce dossier depuis le mois de juin. Vous pouvez peut-être regretter, vous êtes trompé. Non, la presse l'a annoncé, citant. Reconnaissez que vous êtes trompé, vous êtes désolé. Non, on ne s'est pas trompé, puisque la preuve, c'est le parc de la Filée qui sort. On ne s'est pas trompé. Moi, je voulais juste vous dire que il faut faire attention à ce qu'on lit dans les journaux. Non, mais à votre âge, je pense que vous devriez le savoir. Voilà. Le Conseil métropolitain a des délibérations qui sont sur le site de la métropole. Et c'est vrai que le procès-verbal des échanges n'est publié qu'après avoir été adopté. Donc ça sera à ce Conseil métropolitain-là. Mais par contre, le texte des délibérations figure. On peut le trouver. Et dans le texte de la délibération, il est bien indiqué qu'il s'agit, c'est même le titre, je crois, approbation du bilan de la concertation. Bilan de concertation. Voilà. Donc c'est très précis. Et là, cette semaine, enfin la semaine prochaine, il s'agira de voter le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que le tracé avait été voté. C'est pas vrai. Il a été présenté comme un des résultats de la concertation et nécessitant des investigations complémentaires que nous avons. Et donc, ces investigations complémentaires nous ont permis d'affiner et d'aller vers cette proposition que je viens de vous présenter, mais qui n'est encore pas votée puisqu'il faut que le Conseil métropolitain s'exprime dessus le 4. Est-ce qu'il n'aurait... Demandons la parole. Merci. Est-ce qu'il n'aurait été pas utile de débattre entre ces deux dates au sein du conseil municipal et de procéder à un vote du conseil municipal compte tenu de l'impact qui ne concerne quasiment que le territoire des Sorinières? La concertation est une chose, le débat entre élus et le vote des élus en est une autre. On va décidément trouver que j'ai retourné ma veste, moi. Mais on a eu une concertation qui a été exemplaire. Tout le monde a été entendu, tout le monde a été écouté. Mais nous-mêmes, on a pu s'exprimer dans le cadre de réunions. Moi, je suis pas non plus à vouloir qu'on dépense des sous et des sous pour se concerter, se reconcerter, pour faire venir d'autres employés des collectivités pour nous présenter 50 fois les projets. Le tracé, il va à tout le monde. À moins qu'il ne vous aille pas. Est-ce que vous avez contribué sur le cahier de concertation? Votre groupe? Vous avez participé? Oui. Ah ben prends le micro, pardon.
La concertation est une chose, elle a été menée, certes. Ceci dit, il n'y avait pas unanimité pour ce tracé. Ça marche pas. Et les avis qui étaient différents de ce tracé étaient motivés. Est-ce qu'il n'aurait pas été utile de procéder à un débat au sein du conseil municipal et un vote au sein du conseil municipal? Non, c'est votre avis, visiblement. Tu veux répondre, Bertrand? Vas-y. Oui, moi j'avoue que je suis un peu choqué par une demande comme celle-ci. Parce que c'est un investissement qui est un investissement métropolitain sur une compétence métropolitaine. Il y a eu un travail de concertation, évidemment, et d'association étroit de la commune. Il y a eu une concertation avec les habitants. Et ce que vous êtes en train de nous demander aujourd'hui, c'est qu'il y ait un débat et un vote en conseil municipal sur un projet financé par la métropole sur une compétence métropolitaine. Eh ben, moi, je suis pas sûr que ça soit tout à fait légal, même. Et je pense proposer en conseil municipal qu'il y ait un débat et un vote sur une compétence qui n'est pas du ressort du conseil et qui, du coup, pourrait être attaqué par le contrôle de légalité de la préfecture, franchement, je trouve pas ça terrible. Si c'est le seul argument que vous avez, c'est pas terrible. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On va te libérer, merci. On prend acte du coup de cette présentation.